Nous l'avons dit, les États-Unis imposent des sanctions à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour avoir fourni un soutien matériel à des groupes armés qui déstabilisent l'Est du pays. Grâce au soutien financier et politique de Joseph Kabila, ces groupes sont les principaux vecteurs de violence et d'instabilité dans la région, selon un communiqué du département d'État des États-Unis publié le 30 avril 2026 par les porte-paroles du département d'État, dont une copie est parvenue à Radio Okapi. Un reportage de Jude Bilanda, rendu par Christelle Fritti. Les États-Unis sont solidaires du peuple congolais et appellent tous les dirigeants de la région à rejeter ceux qui perpétuent la violence et l'instabilité, ajoutent les communiqués. L'administration Trump est fermement déterminée à faire en sorte que toutes les parties respectent les engagements historiques qu'elles ont pris au titre des accords de Washington pour la paix et la prospérité du cadre de Doha, et elle employera tous les outils à sa disposition pour promouvoir une stabilité pérenne dans la région. Les États-Unis continueront de soutenir les solutions diplomatiques visant à mettre fin aux souffrances de civils dans l'Est de la RDC et à créer les conditions d'une paix et d'une prospérité durable dans toute la région, poursuit ces communiqués. La mesure d'aujourd'hui est prise en vertu de pouvoirs conférés par le décret présidentiel 13413, tel qu'amendé par le décret 13671 pour l'octroi d'une assistance matérielle, le parrainage ou l'apport d'un soutien financier, matériel ou technologique ou de biens ou services à l'appui du M23 et de l'AFC. Merci à vous, Christelle Fritti. Les sanctions américaines visant l'ancien président Joseph Kabila Kabange sont injustifiées et politiquement motivées. C'est la réaction de son cabinet dans un communiqué rendu public jeudi 30 avril. Dans ces documents, le président honoraire rejette les accusations portant sur son implication présumée dans la déstabilisation du pays et dénonce un narratif qu'il estime non fondé. Il réaffirme par ailleurs son attachement à l'unité nationale et annonce envisager des voies légales pour contester cette décision. Le point dans ce reportage de Gassam Zati rendu par Benjamin Moudumbi. Dans ses communiqués, les cabinets de l'ancien président de la République qualifient cette mesure d'étonnante, injustifiée et politiquement motivée, estimant qu'elle repose sur des accusations non étayées de preuves. Joseph Kabila revient sur son parcours à la tête de la RDC entre 2001 et 2019, mettant en avant son action en faveur de la réunification du pays, de la pacification progressive, de la réconciliation nationale et de la stabilisation de la région des Grands Lacs. Il rappelle également que son mandat s'est conclu par la première passation pacifique du pouvoir dans l'histoire du pays. Les communiqués estiment par ailleurs que la décision américaine s'appuierait sur des accusations portées par les autorités congolaises sans preuve judiciaire solide et pourrait être perçue comme un soutien à une dérive autoritaire. Sur le plan politique, Joseph Kabila réaffirme son attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi qu'à une solution politique inclusive à la crise actuelle. Enfin, il annonce et s'est réservé les droits d'engager des recours juridiques pour contester cette décision et défendre son honneur. Citant l'article 64 de la Constitution, il dit rester déterminé à œuvrer pour le rétablissement de l'état du droit, de la démocratie et de la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Merci à vous, Benjamin Moudumbi. Ferdinand Cambéré, vous êtes avocat, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour les Congolais FCC. D'abord, que vous inspire ces sanctions du département d'État américain contre l'ancien président Joseph Kabila? Merci beaucoup, Guy, pour cette opportunité que vous nous accordez. Ce que nous pouvons dire, c'est notre soutien à la réponse du cabinet de l'ancien président de la République. Vous avez compris que du début à la fin, cette décision qui porte sanctions contre l'ancien président de la République est malheureusement une décision qui est tombée lorsque les efforts de tout le monde était qu'on aille vers un apaisement. Je crois que l'ancien président de la République s'est souvent exprimé dans le même sens pour demander à ce que les belligérants cessent de se battre parce que c'est au prix des sacrifices de la population et que du reste, ce pourquoi on se bat,
on ne sait même pas pourquoi les M23 avaient été rappelés ici. Et c'était par les régimes actuels qui estimaient qu'ils pouvaient bien les rapprocher et trouver des solutions à leurs revendications. Et que dans ça, il y a eu des feuilletons, vous le savez vous tous. Nairobi, adhésion à l'EAC, il y a eu Luanda, il y a eu Doha. Aujourd'hui, ils sont à montrer, en train de négocier. Et à dernière minute, ça soit l'affaire de l'ancien président, tout simplement parce que... Allô? Oui, je vous suis. Allez-y. Allô? Ferdinand Kambere, nous vous suivons. Allez-y, est-ce que vous... Et qu'en dernière minute, ça soit l'affaire de l'ancien président de la République qui, lui, a usé de sa parole, rien que pour suggérer qu'il y ait une solution qui soit trouvée, que les armées étrangères se retirent de notre pays, et que la résolution, il y a d'ailleurs deux résolutions, la résolution du Conseil des Nations Unies 2773 soit appliquée, ainsi que la résolution 2808 qui a renforcé les mandats de la MONUSCO. C'est pendant ce temps que maintenant ce département du Trésor doit choisir pour, de manière sélective, n'aller prendre que celui-là qui n'est même pas partie prenante à ces conflits-là, qui n'est qu'un ancien président de la République qui s'est exprimé, insécurisé dans toute la partie occupée par les gouvernements. Il a choisi d'aller habiter dans l'une de ses résidences au Nord Kivu, et que ça soit un péché, c'est vraiment inexcusable pour nous, pour les départements. Ça semble prendre parti dans un conflit et vouloir introduire dans ce conflit quelqu'un qui n'est même pas partie prenante à ces conflits-là. Voilà notre lecture, et à cela que nous disons que ça ne peut pas se passer comme ça, et nous pensons que nous devons encourager le président qui a dit les États-Unis, c'est quand même un État de droit. S'il y a la justice, on peut saisir la justice contre un acte administratif. Nous avons aussi condamné l'attitude du gouvernement. Vous voyez combien ils sont en train de festoyer pour une sanction injuste, et ils sont en fait, ils organisent même des marches. Et pendant ces marches-là, d'autres actes se sont vandalisés pour montrer bien qu'en réalité, les États-Unis n'ont encouragé que le gouvernement à maintenir sa position de négocier chaque fois, mais une mascarade dans une hypocrisie, mascarade de négociation, parce que le dialogue qui a été sollicité par Senko n'a jamais été accepté par le gouvernement. Les gens continuent à être tués à l'Est, non seulement dans la zone occupée par les M23, mais même dans la partie occupée par le gouvernement, toutes ces forces-là, Ouazalendou, FDLR, mercenaires et tout ça. C'est la population qui continue à payer le prix devant l'entêtement de ce gouvernement-là. Maître Ferdinand Kambere, tous les engagements qu'ils ont pris. Oui, vous avez dit que vous soutenez, n'est-ce pas, les communiqués émanant du bureau de M. Joseph Kabila. Dans ces communiqués, vous qualifiez ces sanctions d'injustifiées et politiquement motivées, et vous dénoncez des accusations que vous estimez être non fondées. Alors, vous pensez que le département ou les trésors américains a pris cette initiative sans pour autant détenir les éléments sur lesquels ils pouvaient étayer ces accusations? Ferdinand Kambere, je ne sais pas si... Est-ce que vous êtes là? Ferdinand Kambere, vous êtes là? Oui, je suis là. Mais est-ce qu'on se suit, vous nous suivez? J'ai suivi, mais au moins, je peux vous dire qu'il n'est plus un secret pour personne de savoir tout ce que le gouvernement est en train d'utiliser comme effort pour faire le pied des grilles auprès des États-Unis qui les soutiennent dans ce qu'ils ont comme projet, maintenir cette crise-là. Ils avaient promis après la signature de l'accord de Washington, Félix Kagame, qu'un mois après, les armées étrangères, surtout l'armée rwandaise, allaient se retirer. Mais entre-temps, ils venaient de signer que l'armée rwandaise ne pourra se retirer que quand eux-mêmes vont arriver à neutraliser les FDLR. Quelles sont les informations
Quels sont les efforts du gouvernement par rapport à ça? Et voilà, pourquoi c'est Kabila qui doit payer? S'il faut revenir sur les accusations, les États-Unis accusent Kabila de chercher à déstabiliser le gouvernement de la RDC en soutenant l'AFC M23. Alors, c'est vrai que vous rejetez, n'est-ce pas, toutes ces accusations, mais comment vous réagissez aux propos, comment vous réagissez? Il y a eu une condamnation ici, un procès bidon je vous ai posé la question de savoir par la haute cour militaire. Ils ont fait plus d'un mois en train de tournoyer entre eux-mêmes. Là-bas, l'auditeur et les avocats de la République, ils n'ont jamais été capables d'apporter les preuves de tout ce qu'ils avançaient. Et quelles sont maintenant aujourd'hui les preuves là qui n'ont pas été apportées par l'auditeur général que le département peut dire aujourd'hui? Quelles sont les preuves? Ils n'ont pas de preuves du tout. Voilà, ils n'ont pas de preuves, mais comment vous réagissez à cette interview que le président Paul Kagame a tenu, a accordé récemment à un média, en affirmant qu'il a autorisé, n'est-ce pas, Joseph Kabila d'aller à Goma pour régler ses problèmes avec le président Tshisekedi. Mais aussi, hein, vous n'avez jamais justifié, n'est-ce pas, au sein du FCC, vous n'avez jamais justifié la présence de Kabila à Goma. Maître Ferdinand, est-ce que vous me suivez? Apparemment, on ne se suit pas. Maître Ferdinand, est-ce que vous êtes là? Voilà. Ils n'ont jamais apporté de preuves. Ici, le département n'a fait que recycler la rhétorique du gouvernement qui veut en réalité. Le gouvernement n'a pas de problème avec le Rwanda, le gouvernement n'a pas de problème avec les M23, ils sont en négociation, ils signent des accords, même et ils ne les exécutent pas. Et aujourd'hui, pour le département, c'est Kabila qui est en train d'encourager la crise. Comment? En le faisant quoi? Oui, justement, c'est ce qu'on voudrait savoir. C'est quoi les rôles que joue Kabila à Goma? Est-ce qu'il n'influence pas d'une manière ou d'une autre cette situation de guerre? Mais pas du tout. Kabila est à Goma et en tant qu'acteur politique, il a consulté sa population. C'est tout ce qu'il a fait. Mais aucune réunion, personne n'a si prouvé qu'un jour Kabila a organisé une réunion ou une réunion de commandement avec les M23 et même ce qu'ils appellent appui par octroi de matériel. Quel matériel? Par quel canal? C'est passé par quel avion ou par quel bateau? C'est quand même bizarre tout ça. Merci, Maître Ferdinand. Kabila est chez lui à Goma et il est calme comme tout autre Congolais. Nous allons vous redonner la parole, mais entre-temps, essayez de... Si vous avez activé les modes de main libre, essayez de désactiver cela. Vous parlez normalement au téléphone, hein? Voilà, on va vous redonner la parole. Michel Lingepo Molanga, vous êtes avocat, vous êtes sénateur élu de la Mongala, vous êtes également cadre du MLC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, on n'a pas eu le temps de saluer au début de l'émission. Bonsoir, bonsoir. Voilà, comment vous comprenez les sanctions américaines à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila? C'est simple à les comprendre, d'autant plus que nous sommes dans un processus de pacification de la République. Et bien évidemment, nous sommes dans un monde où qui est devenu un village, nous devons nous entraider entre nous. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le président de la République qui a tendu la main aux Américains et qui ont accepté de nous accompagner pour pacifier en fait la République. Mais en même temps, on se retrouve en face des gens qui ont quitté le pouvoir et qui tiennent à tout leur revenir au pouvoir, quels que soient les prix. Et au niveau du Sénat, on avait pratiquement une vision, une longueur d'avance. Nous avions autorisé la justice à faire son travail et la justice a bien fait son travail. Parce qu'à son temps, on avait condamné la justice d'être manipulée, mais parce que, partant des principes de l'universalisation, en fait, des poursuites ou des condamnations des actes qui sont en fait des natures à troubler l'ordre sur le plan international, les Américains ont repris également sur le plan administratif des enquêtes qui ont abouti effectivement à déceler que ce que nous disions à son temps ici et ce que la justice avait fait comme travail en condamnant M. Joseph Kabila, la justice n'avait pas tort. Et qu'actuellement, il y avait des éléments entre les mains des Américains qui sont d'ailleurs bien informés que nous et qui l'ont pratiquement poussé en fait à pouvoir décourager cet acte-là en prenant cette sanction
qui reste justifié pour l'intérêt de la paix et de la stabilisation en fait de la région des Grands Lacs. Vous avez suivi Maître Ferdinand Kambere qui vous accuse, n'est-ce pas, de formuler des accusations sans pour autant dire, n'est-ce pas, les preuves sur lesquelles vous étayez ces accusations. Non, en fait, c'est pas une question de brandir des preuves. Au niveau de la justice, je vous donne un cas concret. Je vais d'ailleurs sur le plan politique. Quand nous sommes à Doha, ou à Montreuil pour la négociation, toutes les personnes que nous avions appréhendées ici et que la justice s'était servie pour démontrer que Kabila était en fait le vrai patron de M23, ce sont ces personnes-là que le M23 revendique aujourd'hui. C'est sur la liste des gens qu'on doit libérer. Et que le AFC... Sur la liste des gens qu'on doit libérer. Justement. Les gens qui appartiennent au M23. M23, il y a les noms de Kabila? Non, le nom des personnes qui nous ont révélé des vérités sur la machine qui fonctionne à Goma. Et qui nous ont dit que les vrais patrons, c'était en fait Kabila. Nous les avons arrêtés. La justice, ils les a entendus. Et ils ont passé aux aveux. Ils ont démontré la manière dont les gars opèrent à Goma. Et aujourd'hui, sur la liste de ces personnes-là que les AFC demandent tous, ils sont là. Ils tiennent à ce que ces gens-là rentrent à Goma. Pourquoi? Mais à partir du moment où vous avez suivi M. Kambere, qui est revenu sur le fait que Kabila lui-même n'a jamais assumé son implication dans cette rébellion de l'Est du pays. Non. Il ne l'a jamais fait, il ne l'a jamais assumé dans aucune déclaration. Non. Quand il dit, il a tenu plusieurs points de presse où il soutient, il dit que le M23 c'est l'aspiration en fait du peuple congolais. N'est-ce pas, la soutenir en fait le mouvement. Et c'est qu'il les pousse et l'amène à habiter à Goma. Parlons-en maintenant là de consultation quand on prétend qu'il est allé consulter. Est-ce que vous avez vu Joseph Kabila consulter en fait le victime? Non, c'est juste un criminel qui revient sur le lieu des crimes. Les mobiles politiques de Kabila à Goma, c'est un mobile politique. C'est des conquêtes, c'est de la conquête du pouvoir. Et c'est ça, vous voulez qu'on le dise de quelle manière? Pourquoi il ne va pas au Congo central? Pourquoi il ne va pas à Ituri? Pourquoi il ne va pas à l'Équateur? C'est seulement là-bas. Et vous l'avez très bien rappelé ici, que le président Kagame l'a dit, qu'il est là, il l'autorise d'aller là-bas pour revendiquer ses biens. Et quand vous lisez même les communiqués, parce que nous n'avons pas assez de temps, les communiqués du cabinet de M. Kabila, c'est un aveu de culpabilité. Parce qu'ils disent, nous sommes là en quête de pouvoir restaurer la démocratie, combattre tout qu'on sort, au lieu de nous soutenir, on soutient les gens qui en fait installent la... C'est ça en fait les problèmes. Vous le faites de quelle manière? Vous le faites de quelle manière? Ce combat-là, d'instaurer la démocratie, vous Kabila, vous le faites de quelle manière? Parce que c'est son cabinet qui l'écrit. De quelle manière vous le faites? Et lorsque vous évoquez l'application de l'article 64 de la Constitution, vous voulez l'appliquer de quelle manière? Voilà, ce sont des preuves à ne pas démontrer à l'opinion nationale. Et donc, le département d'État vient de confirmer, n'est-ce pas, les accusations qui avaient été formulées par la justice congolaise, la haute cour militaire. Effectivement. Si, en fait, d'ailleurs, ce n'est pas cette question-là, M. Kambere ne peut pas, en fait, la poser au gouvernement. Il devait la poser, en fait, au gouvernement américain. C'est ça, en fait, le problème. C'est le gouvernement américain qui a pris la décision. Et il essaie, en droit, il y a ce qu'on appelle la mauvaise direction de l'action. Cette question-là aurait dû être posée aux Américains qui ont pris la décision, et non à l'État congolais qui a constaté qu'il n'avait pas tort dans sa démarche de condamner en fait M. Kabila à la peine de mort. Merci. Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. C'est quoi, vous également, votre lecture par rapport aux sanctions américaines infligées à l'ancien président Joseph Kabila? Merci encore Guy Maté. Personnellement, je pense que l'interprétation de la démarche en soi est en quelque sorte biaisée de part et d'autre. L'Office américain du Trésor qui vient d'imposer des sanctions sur l'ancien président Joseph Kabila venait déjà en début du mois passé d'en imposer sur l'armée rwandaise. Et je pense que nous avons encore tenu une émission durant laquelle je vous ai dit que mon interprétation, ma compréhension à moi, c'est que ces outils diplomatiques ne devraient pas constituer une finalité en soi. Il faudrait que maintenant, de part et d'autre,
y compris des personnes qui se retrouvent sous sanction, de prendre des initiatives dans la démarche soit de quitter la liste d'une part, et d'autre part, du côté congolais, dans la démarche à pouvoir accompagner ces sanctions dans le but, en effet, de pouvoir parvenir à la paix dont ont besoin les populations locales. Parce qu'en soi, soyons clairs, les sanctions en soi restent une chose, mais les sanctions en soi ne constituent pas le retour de la paix. Nous en sommes encore très loin. Mais les sanctions peuvent aussi, à certains points de vue, contribuer, n'est-ce pas, au retour de la paix. Ils peuvent contribuer, voilà le mot. Mais en soi ne constitue pas un vecteur qui ramène immédiatement la paix, ce qui semble être l'interprétation que la majorité accorde à ces actions-là. Et si on rentre dans la dimension politique de ce processus, ici on a un allié, les États-Unis, tout puissant, qui vole au secours de notre allié, le gouvernement congolais, avec des outils qui jusque-là, comme je l'ai dit, font partie des moyens qui peuvent amener à arriver au retour de la paix, mais qui, s'il faut en juger l'efficacité, ne constituent pas cette finalité que nous, Congolais déplacés des guerres, voulons voir. Et donc, ça aurait été la même façon que le Burundi, allié à la République démocratique du Congo, a déployé des troupes pour combattre sur terrain contre cette insurrection qui menace la stabilité du gouvernement congolais. Malheureusement, les États-Unis, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça, ils ne vont pas faire ça. Et donc, pour moi, je pense qu'au lieu de festoyer et de s'installer dans un confort, de part et d'autre, il y a du travail à faire. Le communiqué de l'ancien président Joseph Kabila dit qu'il entreprend saisir les voies légales qui sont aussi des prédispositions dans la même décision de l'Office national du Trésor américain pour défendre son honneur et son intégrité. Il a ces droits-là. Et la condamnation ou la sanction elle-même prévoit déjà cette période durant laquelle la personne condamnée ou les personnes qui sont en business avec la personne condamnée devraient trouver le temps de pouvoir faire recours au Trésor, à l'Office du Trésor américain, afin de soit continuer à faire le business avec la personne, parce qu'il s'agit aussi de cela. Et ce qui pour moi m'amène aussi à soulever une faiblesse de ces sanctions. Dans le temps, je ne sais pas si vous l'avez suivi, au niveau du groupe d'études sur le Congo, on a documenté toute une série d'entreprises à l'époque qu'on qualifiait de l'empire économique du président Kabila. Je pense autour de 70 quelque part là d'entreprises qui étaient supposées être liées directement au président Kabila, mais matériellement ça a été difficile au fait de prouver plus de 2 entreprises qui pouvaient être dans une certaine mesure directement sanctionnées. S'il faut revenir sur les effets attendus de ces sanctions. Donc, pour moi, je pense que si les Américains veulent vraiment aider les Congolais, ils peuvent faire mieux. Dans une certaine mesure, le président Kabila, il a beaucoup d'argent et je ne vois pas comment, de façon pragmatique, s'il veut soutenir matériellement une rébellion, une insurrection, comment il en serait empêché à travers directement à travers cette sanction. On l'a vu. Et pour vous, ces sanctions sont-elles fondées? Je ne sais pas me prononcer là-dessus. Les personnes qui ont pris la sanction disent disposer des preuves qui, malheureusement, dans bien des cas, ils ne vont pas rendre disponibles à l'accès de tous les publics. Mais, comme je le disais, ils accordent à la personne qui tombe sous les sanctions la possibilité de se racheter. Autant pour les personnes aussi qui sont en business avec la personne ou avec les entités. Parce que pourquoi je tiens à soulever cette faiblesse? Rendez-vous compte, Nanga qui aujourd'hui a dans une certaine façon se retrouve en tout cas comme la tête connue du M23 et de l'AFC, était déjà sous sanction depuis 2019 à la suite des élections chaotiques qui ont eu dans ce pays.
Mais comment Nanga se retrouve encore à être à la tête d'un mouvement qui va jusqu'à occuper 2 provinces et 2 grandes villes majeures du pays et jusqu'à déstabiliser le gouvernement en place? Qu'est-ce qui n'a pas marché du temps de Nanga pour qu'on se retrouve encore aujourd'hui dans cette récidive? Et quelles seraient maintenant les chances à pouvoir nous rassurer qu'effectivement, si l'ancien président Joseph Kabila serait motivé aurait de mauvaises intentions à soutenir une insurrection militaire, qui est les sanctions américaines à elles seules l'en dissuader. Je pense que c'est là le niveau de réflexion qu'il faudrait prendre, dans une certaine mesure où c'est un outil qui témoigne de la sympathie de l'administration américaine actuelle à l'égard du Congo. C'est un jeu politique. Ça dépendra aussi de comment est-ce que le Congo, le gouvernement actuel, va user de ces sanctions-là pour aboutir à une finalité en soi qui est celle de stopper l'expression de frustration par les voies des armes. C'est un jeu politique, comme vous le dites. Vous affirmez que ces sanctions ne sont pas efficaces. Et si elles ne sont pas efficaces, mais quel pourrait être leur mérite? C'est tout ça la grande question. Et je pense que pour les sanctions dirigées contre les individus, il y a encore très peu d'efficacité que pour les sanctions vers les entités. Nous avons vu que, et là aussi c'est encore très tôt, que ce soit pour ces sanctions contre le président Joseph Kabila ou pour les sanctions contre l'entité RDF, du début du mois de mars, c'est trop tôt d'en évaluer au fait les retombées qui soient positives ou non. C'est vrai que pour les entités, comme je le disais, du côté rwandais, vous avez suivi, il y a le football, le basketball, en tout cas le tourisme à travers le football qui représente un des secteurs stratégiques du Rwanda, qui a d'une certaine façon été affecté. L'équipe qui était championne du Rwanda basketball, qui a dû se rétracter du NBA africain parce que c'était une équipe soutenue par l'APR qui était tombée sous sanction de l'Office du Trésor américain. Mais sur le plan beaucoup plus large, comme je le disais tantôt, nous avons des personnes qui sont sous sanction, mais qui n'ont pas vraiment été coupées de marge de manœuvre en termes de pouvoir agir, et surtout agir dans le sens qui ne soit pas prolifique ou à encourager un environnement paisible. Mais est-ce que vous comprenez l'opportunité de ces sanctions? Je comprends l'opportunité, mais je trouve que la façon et l'interprétation ou l'importance que l'on accorde à ces sanctions, surtout du côté gouvernemental, n'en vaut pas la peine. Je pense que ça fait partie d'un package qui reste incomplet pour un acteur aussi puissant que les États-Unis, et surtout lorsqu'il faut rentrer sur la contrebalance, hein, si je peux le formuler comme ça. Qu'est en train de donner le Congo à l'Amérique actuellement là? Comparé à ce que l'Amérique est en train de faire pour le gouvernement congolais, je trouve qu'il y a encore une situation d'imbalance. Et pour aller dans une voie où le Congo aurait à même titre les retombées de ce que lui, il est en train de concéder aux États-Unis, en rester au niveau des sanctions, reste peu au regard de tout ce que peuvent faire les Américains s'il faut vraiment directement intervenir pour cesser et arrêter cette rébellion. Ça a déjà été fait en 2012-2013, ça peut encore l'être fait, et jubiler les sanctions, je trouve que c'est se contenter de très peu, contrairement et comparativement à ce que le Congo est en train d'offrir aux États-Unis. Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui veulent, n'est-ce pas, intervenir dans cette émission. Maître Ferdinand Kambere, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Voilà, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Alphonse Tchefou. Maître Alphonse Timothée Tchefou, depuis la ville province de Kinshasa.
Je pense que les sanctions américaines sont justifiées dans le sens qu'elles viennent à renforcer les sanctions pénales nationales qu'il avait déjà condamnées à mort. Car aucune raison ne peut justifier la position actuelle de l'ex-président Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant plus de 18 ans et se trouve aujourd'hui dans une rébellion contre ce même pays, en train de faire tuer la population qu'il a dirigée pour ses intérêts personnels. Car il pense que le pouvoir lui appartient et à part lui, personne d'autre ne peut diriger. Son camp ne peut que dire ça. Le président Félix l'avait déjà dit et le président Paul Kagame l'a dit aussi récemment. Toutes les preuves et sorties médiatiques prouvent que l'AFC M23 c'est lui. Cependant, nous demandons aux États-Unis d'Amérique de faire encore beaucoup plus et au gouvernement congolais de mettre un mandat d'arrêt international contre lui. Merci. Maître Ferdinand Kabere. Et c'est malheureux du gouvernement. Donc, on fait de l'amalgame. Je salue l'intervention de l'expert qui est ça, ce n'est qu'une sanction administrative qui n'a pas un caractère juridictionnel. Encore que l'expert vient de on vous suit difficilement, Maître Ferdinand Kabere. On vous suit difficilement. Essayez de bouger un peu. Oui, je disais que ça, ce n'est qu'une décision administrative qui peut être attaquée aussi devant la justice américaine. Et on n'a même pas à les lier à leur ils ont organisé ici en violation de la République et en violation du droit à l'ancien président. C'est cet amalgame-là, cette liesse qu'ils veulent mettre au sein de l'opinion nationale qui est mauvais et même qui montre bien que c'était une décision politique motivée qui donnait du qui ne sait pas exécuter les Maître Ferdinand Kabere, je vous propose ceci, hein, on vous rappelle, hein, on va vous rappeler, on va utiliser un autre canal pour, voilà, on vous appelle à votre numéro. Ok, ça va comme ça, je bouge un peu. Ok, merci. Honorable Michel Ingepo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de vous appeler depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu, c'est Héritier Zainda. Héritier Zainda depuis la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Les États-Unis ont eu à sanctionner plusieurs acteurs politiques en République démocratique du Congo, mais jusqu'à présent, ils sont bien servis et présents dans les institutions nationales et provinciales. À mon humble avis, les sanctions des USA contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ne sont pas opportuns, étant donné que nous sommes à une phase très délicate qui nécessite un dialogue entre Congolais. Quelques petites questions se posent. 1. Si Joseph Kabila soutient la M23, il y aura la paix sans lui vraiment? Si oui, ça sera comment? 2. Pourquoi le gouvernement dialogue avec la M23, mais il salue la mesure des sanctions de celui qui serait responsable de la M23? Est-ce que c'est de cette manière qu'il y aura la paix à l'est de la RDC? Les sanctions contre Joseph Kabila seraient un non-événement car il n'est pas la première autorité congolaise à être sanctionnée par les mêmes États-Unis. Honorable Michel Ingepo Molanga. Merci. En fait, ici, je crois que nous sommes en train de débattre sur les sanctions, pas sur les mises en œuvre en fait des sanctions qui ont été prises par le gouvernement américain. Ne confondons pas des choses. On peut prononcer des sanctions et son exécution dépend de l'opportunité dans laquelle le gouvernement américain tient en fait à les exécuter. Moi, je ne suis pas américain, je n'appartiens pas à cet appareil-là qui prononce et je ne connais pas en fait l'appareil qui exécute. Ici, nous parlons des sanctions. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été en fait sanctionnées, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'opportunité d'exécution. Si vous êtes ici, un Américain ne viendra pas ici pour exécuter une décision. Il attend l'opportunité qui lui est offerte pour pouvoir exécuter. Alors, si... Oui, l'auditeur a dit ceci, pourquoi le gouvernement dialogue avec l'AFC M23, mais il salue la mesure des sanctions, voilà. Il salue, n'est-ce pas, ces sanctions-là, qui sont prises contre Kabila parce qu'il est considéré comme étant le chef de l'AFC M23. Mais entre-temps, le même gouvernement
et dialogue avec l'AFM 23. C'est ce que l'auditeur dit. Et puis il dit, est-ce que c'est de cette manière qu'il y aura la paix dans l'Est de la RDC? En fait, je voudrais dire une chose. Les Américains nous ont toujours encouragés à aller vers les dialogues pour nous permettre en fait de pacifier les pays. C'est vrai, mais lorsqu'ils constatent qu'il y a un acteur qui met tout ce qu'il a amassé au sommet de l'État pour empêcher l'aboutissement erré en fait de ces dialogues-là, ils peuvent que les décourager par des sanctions. Et c'est ce qui est justifié. Vous savez, récemment, M. Kabila est passé sur des presses, je crois, où il critiquait l'accord de Doha et de Washington. Alors que tous ces accords-là encourageaient les dialogues. Mais lui, il veut quoi au juste? Il veut quoi au juste? Dites-moi. Quand il n'est pas en fait d'accord avec l'accord de Washington, qui ne nous proclame pas en fait comme l'autorité unique, mais il nous encourage d'aller vers les autres pour que nous puissions dialoguer. Et même dans l'accord en fait de Doha. Mais lui, il est contre tout. Il veut quoi au juste? Voilà ce qui justifie en fait la sanction à l'encontre ou à la personne de Joseph Kabila. Alors, lorsqu'on parle de paix, effectivement, c'est là où en fait les amis de l'AFC M23 passent aux aveux pour dire que le vrai patron c'est lui. Si vous les condamnez, nous n'allons pas dialoguer avec vous. Il n'y aura pas en fait l'issue errée parce que c'est lui. Parce que quelqu'un qui n'est pas concerné. Comment vous pouvez dire que le fait pour vous de les condamner vous empêchez en fait que le dialogue puisse aboutir? Donc c'est lui le vrai maître, c'est lui le vrai patron. Si vous les touchez, rien en fait ne va aller. Donc c'est là où nous disons que c'est lui le problème. C'est lui le problème. Aussi longtemps que monsieur sera en mouvement et tout consort, le Congo ne sera pas à paix si nous ne nous réveillons pas. Ça, nous devons prendre ça très au sérieux. Pour lui, c'est la guerre ou rien. La paix pour lui, les négociations pour lui, c'est rien. Il a dit. Il a dit à plusieurs reprises. Merci. Henri Pacifique Mayala, vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kindu, Jacques Mounanga. Bonsoir Radio Okapi. La sanction prise contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila, par les États-Unis, laquelle sanction fait allusion au soutien de l'ancien président au M23. Nous notons que la décision prise contre l'ancien chef de l'État est bonne par l'essence de décourager toute personne qui sera en connivence avec le mouvement M23. Mais la question qu'on se pose est que l'ancien président de la République démocratique du Congo est plus impliqué que le président du Rwanda, Paul Kagame, qui était longtemps cité dans des tribunes tant nationales qu'internationales. S'il serait également impliqué, pourquoi ces sanctions ne sont pas prises en compte? À notre analyse, la sanction prise par les services de Donald Trump à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila serait motivée par la sollicitation du gouvernement de Kinshasa pour les clouer afin d'avoir une manœuvre dilatoire du changement de la Constitution. Merci Radio Okapi. Henri Pacifique Mayala. Alors c'est beaucoup de choses à la fois, comme le dit notre compatriote de Kindu. Il y a beaucoup de contradictions dans ce qui se passe. D'une part, on obtient des sanctions contre un acteur clé supposé au sein d'une insurrection. Le même acteur, on a accepté d'aller en négociation avec, parce que souvenez-vous que lorsque Luanda était en train d'être déplacé vers... lorsque le gouvernement accepte pour la première fois de dialoguer avec le M23 à Luanda, c'est la veille où les sanctions européennes tombaient sur les responsables, en tout cas parmi eux, les principaux aussi qui devaient se rendre à Luanda, et le lendemain ils se sont rétractés. Est-ce que nous allons face à ce scénario, et si nous en arrivons là, et au final maintenant quoi? Et donc pour moi je pense que si on s'est engagé sur une logique de résolution d'une crise par des moyens pacifiques, on accorde à ces moyens-là beaucoup de chances pour les faire aboutir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la ville, et il faut, à cet effet, il faut fermer les yeux sur certaines choses qui se passent sur le terrain, des hostilités. C'est tout à fait ça aussi mon questionnement. Parce que, oui, on a fait condamner
on a obtenu des sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila, en célébrant ces sanctions-là, on les célèbre aussi à travers aussi de la violence. Il y a des images qui ont circulé aujourd'hui et ça n'honore pas pour qui veut faire la paix, pour quelqu'un qui se présente comme étant une partie qui encourage les moyens pacifiques afin d'aboutir à la résolution de la crise. D'autre part, je voudrais encore me redire, et comme le disait aussi le sénateur, la déclaration de ces sanctions, c'est une chose. L'opportunité de leur mise en exécution, ça en est toute une autre. Et nous n'en sommes pas encore là, malheureusement. Comment y parvenir? Ça serait bien si ces sanctions, en effet, pouvaient décourager les manœuvres insurrectionnelles. Mais jusque-là, comme je le disais tantôt, Nanga était déjà sanctionné en 2019. Et d'autre part, au sein du gouvernement, il y a aussi des personnes qui portent des sanctions, mais qui continuent à agir, et malheureusement, avec pouvoir décisionnel du gouvernement. Donc, on ne peut pas continuer dans une démarche qui contredit, en fait, autant les ambitions que le plan présenté comme plan de sortie. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, si le scénario que nous avons vu où le M23 se retirait, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de questionnements sur la légitimité de la pacification de ce pays avec un dialogue qui se tient entre le M23 et le gouvernement. Mais si je vais dans la direction du sénateur, si le M23 en effet se retrouve être une initiative de Joseph Kabila et que Joseph Kabila, en se sentant sanctionné, se retire du processus de Doha, qu'est-ce que nous allons faire? Et je pense que c'est pas pour autant, comme je l'ai dit ici, c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux, n'est-ce pas, sur certains actes qui se posent sur le terrain. C'est pas parce qu'on voudrait trouver un règlement pacifique à la crise qu'on doit cautionner certaines choses sur le terrain. Et cette logique, il faut partir avec de bout en bout et de part et d'autre. Si les sanctions sont supposées décourager les manœuvres insurrectionnelles et que le gouvernement, au sein de son pouvoir, continue à encourager et à récompenser ceux qui portent aussi des sanctions, quelque part, ça renvoie à un message contradictoire. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et le temps que nous puissions avoir cette opportunité de l'application de ces sanctions, qui continuent d'en payer les tribus, ce sont les populations locales. Aujourd'hui, on a ramené les masses dans la rue, mais sont-elles vraiment informées? Est-ce qu'ils comprennent réellement ce dont il s'agit? Merci. Merci. Se satisfaire de la prononciation des sanctions, c'est une chose qu'on ne peut pas interdire à un acteur politique, mais manifester cela à travers la violence, ça interpelle aussi, et ça contredit même la logique en soi. Merci Ferdinand Kambere, nous sommes à la fin, nous allons vers la fin de l'émission. C'est quoi votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que vous rejetez, n'est-ce pas, ces sanctions. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez introduire votre recours? Ou alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans un avenir proche, Ferdinand Kambere? Merci Guy. Je crois que vous avez compris que c'est un document obtenu par le gouvernement, rien que sur le plan communicationnel. Puis le gouvernement continue à manipuler la population. Mais il reste dans la logique, et la journée d'aujourd'hui a montré que le gouvernement avait besoin de ces documents pour encore s'enliser la crise. Les violences qu'on a vues contre notre parti, contre les acteurs de l'opposition. Aujourd'hui, personne ne peut dire de tous les engagements signés par le gouvernement avec le M23, où Kabila n'a jamais été invité, où eux-mêmes ont accepté de neutraliser les FDLR avant que l'armée rwandaise ne quitte, que ça soit affaire de Kabila. Ça fait rire. C'est une distraction pure et simple. Alors aujourd'hui, allons-nous considérer les États-Unis comme étant ceux-là qui encouragent la crise, qui encouragent des violences dans notre pays, qui encouragent
l'avènement d'un régime autoritaire dans notre pays. Vous avez suivi là le sénateur qui vous dit que Kabila est condamné parce qu'il est contre les accords de Washington. Mais messieurs, ça c'est quand même un parlementaire qui parle. Les accords sur nos minéraux doivent respecter la Constitution. Les accords sur nos minéraux doivent savoir qu'il y a des générations futures. Vous vous engagez dans des accords avec le Rwanda, vous prétendez que vous faites la guerre avec le Rwanda, et avant que la guerre ne finisse, déjà vous engagez nos minéraux pour 99 ans. Et vous pensez que les gens vont se taire. Au-delà de tout ça, et les États-Unis pensent que les gens vont se taire. Au-delà de tout ça, Ferdinand Kambere, au-delà de tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que, en plus des condamnations, n'est-ce pas, de la cour, la haute cour militaire, ces sanctions viennent davantage isoler Joseph Kabila? Est-ce que vous êtes là? Alors, apparemment, il ne m'a pas suivi. Honorable Michel Lingé-Pomolanga, c'est quoi votre conclusion? En fait, j'allais préciser une chose par rapport à ce qu'a dit Kambere par rapport aux accords de Washington. Mais c'est bien de décrier, mais ici, nous avions vécu que quand ils étaient aux affaires, ils sont allés signer l'accord avec les Chinois. À l'époque. Nous, aujourd'hui, ils étaient aux affaires qui? Quand ils étaient aux affaires, ils sont allés signer les accords avec les Chinois, toujours pour minerais. Nous, au moins, nous avions mis cet accord-là à la place publique. Tout le monde suit l'évolution, mais à l'époque, quand ils étaient allés signer, qui les avait accompagnés? Et les gens qui ont manipulé, en fait, les richesses de l'État congolais, sans pour autant que l'État puisse en bénéficier. Ils n'étaient même pas, en fait, là pour penser pour l'avenir de nos enfants, pour la génération future. Non. Les gens qui ont négocié cet accord-là sont avec Kabila, sont en train de se promener avec lui partout pour acheter des armes, avec tous ceux qu'ils ont amassé avec cet accord-là, avec les routes d'usage unique, les routes dont on n'a jamais vu, alors que les richesses étaient parties. Donc, sur ce point-là, nous n'avons aucune leçon à recevoir de M. Kambere et de son chef au Kabila. Kambere et de son chef au Kabila. Nous, par rapport à l'accord de Washington, nous avions dit, nous allons négocier pour le retour de la paix. Et nous mettons en fait tout sur la table. Et nous ne sommes même pas là pour l'exécution, juste pour les discussions, et nous avions signé, pour même les équiter, nous les parlementaires, nous allons recommander en fait au gouvernement certaines choses à y veiller pour que les générations futures, les intérêts des générations futures soient préservés. Et donc, comment vous réagissez à l'analyse des experts qui pensent qu'il y aurait une contradiction entre cette logique de vouloir régler pacifiquement la question de l'Est et cette liesse dans laquelle les gens étaient aujourd'hui pour, n'est-ce pas, célébrer les sanctions contre Joseph Kabila? En fait, ça, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a organisé cela. C'est la liberté, c'est la démocratie. S'il y a des dérapages, nous pouvons en fait les condamner. Mais ce n'est pas le gouvernement qui a encouragé cela ou a organisé cela. Mais par rapport à l'expert, je voudrais en fait rappeler à l'expert une chose. La paix, c'est un processus. Le dialogue aussi, c'est un processus. Lorsqu'on constate que les animateurs qui nous accompagnent constatent que dans le chef d'un individu, il y a un esprit de pouvoir décourager ou de saper tout ce que la communauté internationale est en train de mettre son énergie, ce n'est que normal que les États-Unis puissent y sanctionner, y compris d'autres pays. S'ils s'étaient s'aligner sur cette voie-là, des dialogues, de pacifier les choses, on n'arriverait pas là. Mais comme lui, il tient à revenir au pouvoir par les armes, parce que c'est ça l'esprit de Kabila. Sans les armes, il ne va pas en fait bien vivre. Mais il ne l'a jamais déclaré officiellement. Hein. Mais il ne les déclarera jamais, ce sont les actes. Merci. Ce sont les actes qui démontrent que non, il est là et il tient à revenir au pouvoir par les armes et non par les dialogues. Merci. Et la paix pour lui, ce n'est pas ce temps, c'est une manière de se repositionner et de refaire surface. Merci Henri Patrick Maëla, votre mot de la fin. Oui, la paix est un processus, mais je pense aussi que les acteurs, tout autant comme les lieux d'où on cherche cette paix, valent aussi la peine. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à mesure de visualiser assez clairement où est-ce que nous allons avec Doha. La dernière évaluation sur l'accord de Washington, longtemps après que plusieurs deadlines soient dépassés, on était à 23% et les questions continuent à se poser.
Personnellement, je pense que c'était un pas dans la bonne direction de pouvoir adopter cette posture flexible et à aller dans la discussion avec le M23. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue. L'Ituri est en train de brûler. L'Ituri, tous ceux qui ont pris les armes là-bas aussi, ils ne sont pas autour de la table. Et c'est une façon d'encourager ceux qui prennent les armes pour exprimer leur frustration. Je ne pense pas. Qu'est-ce que je propose? Un dialogue inclusif s'avère être plus important que jamais. Il faut que les Congolais se parlent. Les deux acteurs que nous avons aujourd'hui à Doha ne peuvent par exemple pas débattre des questions sur le fédéralisme de ce pays. En quoi est-ce qu'un Congolais du Bandundu se sentirait directement obligé par les résolutions sur lesquelles le M23 se serait prononcé avec le gouvernement congolais sur notre destinée collective? Pour moi, je continue de penser qu'il faudrait que tous les acteurs reviennent autour de la table dans un cadre qui fédère et qui implique autant possible les Congolais de tous bords afin de pouvoir adresser les causes profondes, passez-moi l'expression, qui continuent à gangréner ce pays afin que nous puissions accorder à la paix une chance. Merci.